Alors, on va attaquer la 2C sous algèbre commutative de Mn de K, toujours l'épreuve Math-Gene de 2024. Là, on est fort d'un théorème qu'on a prouvé, c'est sur la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel commutatif de Mn de K, dont les éléments sont des matrices nilpotentes, c'est B de n. Donc ça va être la dimension maximale. Alors B de n, on va, on perd pas grand-chose, hein, je vous rappelle, à prendre n paires, et dans ce cas-là, b de n, donc si n égale 2m, b de n, c'est m au carré, tout simplement. Et on sait qu'on a, dans le cas maximal, dans le cas de dimension m carré, donc, on est conjugué à un certain espace standard. Alors, le but de cette partie, c'est de montrer le théorème 2. La dimension maximale maintenant d'une sous-algèbre commutative de Mn de K, c'est Bn plus 1. Et si n est supérieur ou égal à 4, toute sous-algèbre commutative de dimension Bn plus 1 de Mn de K est conjuguée dans Gn de K à la sous-algèbre An de K. Hein, donc, bon, si n paire, donc on s'arrête là. Voilà, AN de K, ça va avoir cette tête-là, avec VN de K, cette tête-là. Voilà, qui est finalement le prototype de la dimension maximale d'un espace de matrice nilpotente qui commute toutes. Alors, si ça peut vous rassurer, on a fait le plus gros, là, jusqu'à présent en difficulté, mais on n'est pas à l'abri de jolies choses, et il va y avoir cette question 17 dont je vous ai parlé bon, dans le rapport, que je trouve vraiment, vraiment joli. On va essayer de regarder ça de près. Alors bon, d'abord, N1 et N2, deux éléments de N étoile, tels que N1 inférieur ou égal à N2. Bon, finalement, ça faut démontrer que ça revient à démontrer que cette inégalité, c'est x carré plus 1 plus y carré plus 1 est inférieur à x plus y, le tout carré plus 1. On développe, et puis comme les éléments sont supérieurs à 1, donc il n'y a aucun souci pour trouver ça. Bon, c'est une inégalité de convexité quadratique dans ce cas-là, et on va supposer qu'on a ça. Alors bon, c'était peut-être un petit peu difficile de traiter le cas impair, mais le cas pair est vraiment facile, et là, ça pose pas de problème de généraliser, évidemment. Avec le cas d'égalité, d'accord, et c'est un cas d'égalité, vous voyez, qui ne va pas exister si la somme est égale à 4. N1 plus N2 est égal à 4. Vous voyez, est supérieur ou égal à 4, pardon. Donc nous, on va supposer que N est supérieur ou égal à 4 dans le cas d'égalité. Bon. Alors, on suppose là ici que K est algébriquement clos, et il faut montrer que E, donc on a cette algèbre commutative, L de E, et il faut montrer qu'on a E qui se décompose en somme de sous-espaces, tels que ces sous-espaces EI sont tous stables par A, et tout élément U de A va s'écrire, donc l'induit sur EI, va s'écrire sous une forme avec une seule valeur propre, comme ça, plus un nilpotent. Bon, alors ça va être, je pense que c'est une récurrence finie finalement, hein, c'est une récurrence où on va prendre A, et comme A est dans L de E est de dimension finie, donc A possède une base en tant qu'espace, et tout commute, donc ça va être une base, on va dire U1 jusqu'à UK, hein, d'éléments comme ceci. Comme on est dans le cadre algébriquement clos, E va se décomposer en sous-espaces caractéristiques pour U1. Voilà. Et donc on va avoir ça pour U1. Et puis pour U2, U2 va stabiliser les sous-espaces caractéristiques de U1. Et on va faire pareil pour U2. On va décomposer en sous-espaces caractéristiques pour U2 sur les sous-espaces caractéristiques de U1, etc. On fait une récurrence. Hein, bon. Je vais un petit peu vite là, je suis un peu moins soigneux parce que
Bon, je pense que les gens qui s'intéressent à cette partie du problème, ils arrivent à combler les vides mathématiques que je mettrai, qui sont assez petits, hein, on ne fait pas des grosses enjambées non plus. Donc finalement, comme il y a une base finie, eh bien on va avoir ceci, hein, on va avoir cette décomposition avec des éléments nilpotents, effectivement. Donc c'est une super décomposition, hein, des noyaux, ou un super Dunford, si vous voulez, dont on a besoin ici. Donc là, à partir de là, on peut établir le théorème 2, parce que sur chaque espace EI qu'on aura obtenu par récurrence comme ça, eh bien, étant donné que les sous-espaces EI sont stables par tous les U, bah, les induits vont continuer à commuter sur EI, donc tous les induits commutent. Et donc en particulier, comme ici on a des homothéties, ça veut dire que les nuits commutent, donc on peut se ramener au cas précédent, et donc la dimension de A va être inférieure ou égale, d'après le théorème d'avant, euh, le théorème qu'on appelait théorème 1, hein, à cette somme, hein, donc pour I égale 1 à R, alors c'est bien, ils avaient mis les mêmes notations là, de B de NI, donc ça va être la dimension ici, voilà, pour un U, et plus 1. J'ai peut-être oublié de dire qu'à partir du moment où on avait un lemme de noyau pour une base, eh bien on a ceci pour tout U, hein, tout endomorphisme U engendré par cette base, évidemment. Donc voilà, c'est inférieur à ça, donc entre autres inférieur à ça, mais ça c'est N, hein, B de N plus 1, d'accord, voilà. Donc déjà, on a la partie I, et la partie II, bon, elle est pas difficile, parce que si on a égalité des dimensions, donc on a ici cette somme qui va être égale à ça, d'après le cas d'égalité ici, et le fait que n est supérieur ou égal à 4, eh bien on va avoir, il peut y avoir qu'un seul, R ne peut pas être supérieur ou égal à 2, et donc R est égal à 1, et donc on a quelque chose d'indécomposable, quoi. On aura exactement un espace de dimension B de n plus 1, donc d'après d'après le cas d'égalité précédent, parce que là, les nuits vont être des nuits dans E, donc d'après le cas d'égalité précédent, la partie nuit va être semblable à ce qui nous intéresse, et comme de toute façon une matrice de passage ici commute avec l'identité, avec toute homothétie, eh bien la même matrice de passage qui nous amenait à notre forme standard va nous amener à notre forme standard aussi, mais au niveau de l'algèbre, le AN de K. Voilà, donc sous l'hypothèse K algébriquement clos, c'est juste une petite inégalité et surtout le théorème d'avant. Maintenant, K n'est plus algébriquement clos. On prend, d'après le théorème de Steinitz, une extension close de K, algébriquement close. Bon, d'accord. Eh bien, démontrer, donc on va regarder A, mais étendu en oméga sous espace vectoriel. Donc oméga, c'est notre corps algébriquement clos. Et il faut démontrer que A oméga, c'est une sous-algèbre commutative. Bon, bah, étant donné qu'on a une base, hein, de A oméga constituée d'une base de A, comme la base commute, bah, ici ça va commuter aussi, donc ça va être une sous-algèbre par définition commutative, ok. Et de dimension m, eh bien c'est parce qu'on a pris un sous-espace vectoriel avec une même base, et il se trouve que, alors ça c'est un théorème quand même important, hein, le rang d'une famille de vecteurs ne dépend pas de l'extension choisie. Je pense que c'était important de le dire ici. Alors bon, moi pour ce truc-là, bon, de toute façon je pense que c'est connu, et puis à ce niveau-là du problème on peut le sortir, mais il faut bien voir que le rang d'une famille de vecteurs, qui est écrite dans K puissance n, c'est la taille maximale, donc on l'écrit comme une matrice, hein, cette famille de vecteurs, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Donc ce rang
évidemment, comme c'est la taille maximale d'un mineur non nul, ça ne dépend pas de l'extension choisie. Bon, on a d'autres arguments pour ça, mais celui-ci me paraît assez convaincant. Donc, on a bien M, comme c'est le même M, ben, on va pouvoir utiliser le M qui est dans le cadre algébriquement clos, et d'après la CSB, on a bien M inférieur à Bn plus 1. Et là, je l'avais annoncé, c'est le moment que j'aime beaucoup. Il faut démontrer que A contient une matrice non inversible et non nulle. Bon, alors, j'aime beaucoup, mais par contre, l'indication, je l'ai trouvée... j'ai pas compris l'indication. Voilà, j'avoue. On pourra s'intéresser à l'intersection de A et du sous-espace vectoriel Mn de K constitué des matrices dont la première colonne est nulle. Il semble, parce que là il y a quand même un piège je trouve, il semble que l'indication veut nous dire il faut aller sur oméga, donc il faut regarder l'extension de A à oméga, A indice oméga. On intersecte avec les matrices de première colonne nulles, c'est non nul hein, par rapport à Mn de oméga, à cause du théorème qu'on a démontré sur, parce qu'on est dans le cas dimension maximale, et à cause de ce théorème, étant donné que c'est trigonalisable, bon, voilà, donc il y a une intersection avec cette première colonne nulle, et du coup, il y a une intersection avec la première colonne nulle en bas. Bon, parce que la dimension d'un noyau, c'est indépendant du... C'est encore le fait que la dimension, le rang ne dépend pas de l'extension, donc la dimension du noyau aussi. Elle ne dépend pas, donc comme la dimension est non nulle sur oméga, pour cette intersection, la dimension sera non nulle aussi sur le corps K. Bon, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était ça l'idée. Alors je dis non, parce que quand même, là, ça marche pas. En tout cas, cette idée-là, que j'aurais tendance à suivre avec l'indication, en tout cas, elle ne marche pas. Parce que A oméga n'est pas constituée d'une matrice triangulaire. Où là, ça marcherait ici, ce truc. Elle est constituée d'une matrice cotrigonalisable. Mais cotrigonalisable avec une matrice de passage, pour avoir le côté triangulaire. Et cette matrice de passage, elle est sur oméga, elle est à coefficient sur oméga. Donc il faut un gros théorème de descente pour la faire descendre sur K. Donc là, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans l'indication et je ne vois pas comment m'en sortir avec cette idée-là. Ou alors il y a du travail. Mais je me trompe peut-être, j'ai pas trouvé. Alors, à côté de ça, j'ai une idée que je trouve plus rigolote et qui me convainc personnellement, que je vais vous montrer. Alors voilà, on va supposer par l'absurde que A ne contient pas de matrice non inversible, bon, j'aurais dû mettre un S, non nulle. Ou alors j'aurais pas dû mettre de S ici. Ok. C'est-à-dire, ça veut dire comme A est une algèbre et que la seule matrice non inversible est nulle, ça veut dire que A est un corps. Voilà. L, ok, on va l'appeler L, comme ça c'est une bonne tête de corps, hein, et c'est un corps. Voilà. Donc c'est une extension de degré fini de K, puisque L est de dimension finie sur K, puisque A est inclus dans L de E, donc c'est de dimension finie, tout est de dimension finie, donc c'est une extension de degré fini de K, et donc tous ces éléments sont algébriques sur K. En gros, pour tout X dans L, le morphisme d'évaluation qui va de K de X dans L, qui a P associe P de X, forcément il a un noyau, non nul. Donc finalement, ça veut dire que X, qui est dans L, qui a été pris quelconque dans L, possède un polynôme annulateur, et donc c'est un élément algébrique sur K. Bon, très bien. Et donc, comme c'est des éléments algébriques, c'est inclus dans oméga. Donc A est inclus en gros dans oméga. Ça veut dire que A oméga, qui a été construit comme une extension de A sur oméga, on a pris une base de L sur K et on l'a étendue sur oméga, ça veut dire qu'on est resté dans oméga finalement. Donc ça veut dire que A oméga
contient forcément oméga, c'est de dimension au moins 1 sur oméga, en fait, c'est oméga. Bah oui, il y a une double inclusion. Donc c'est un corps. Et c'est absurde, parce que A oméga contient des nilpotentes non nulles, ou si vous voulez la dimension. Sinon ça voudrait dire que la dimension c'est 1. Alors que finalement, on a montré que la dimension c'était pas 1. Voilà. Donc là, ça me convainc. Alors dans petit c, soit M dans A, d'après l'item 2 du théorème 2 appliqué au corps algébriquement clos oméga, la matrice M s'écrit lambda in plus n, où lambda est un élément de oméga. Bon, ça, oui. Là encore une fois, il y a un petit problème de à conjugaison près et à conjugaison près par une matrice P oméga. Il y a quelque chose d'un petit peu ambigu dans cette phrase, mais ok. Où n est une matrice nilpotente, donc c'est vrai à conjugaison près. Ok. Soit C, une matrice de A non nulle et non inversible. Donc quelque chose qu'on a pu choper ici. Donc on va avoir M moins lambda in fois C égale 0, d'après ce qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans Vn, ça, c'est dans Vn aussi. On sait que le produit de deux éléments de Vn, c'est nul. Parce comme on a enlevé lambda, on est dans l'idéal maximal. Et ça, c'est nul. Ça, on l'a vu. Donc, regardez, ça veut dire que MC égale lambda C. Comme C est non nul, MC est sur K, et C appartient à K aussi, à Mn de K, bah ça oblige lambda d'être dans K. Voilà. Super chouette. Et du coup, à partir du moment où lambda est sur K, toutes nos matrices vont avoir des valeurs propres sur K, hein, puisque la valeur propre c'est lambda, c'est la seule valeur propre. Donc ça va être trigonalisable. Donc on peut reprendre le raisonnement de tout à l'heure, c'est-à-dire le raisonnement sur un corps algébriquement clos. Parce que tout ce dont on s'est servi tout à l'heure, c'était que le corps était algébriquement clos, donc on avait des matrices trigonalisables. Ça ne nous a servi qu'à ça. Et donc là, on a pu utiliser le lemme des noyaux, ou Dunford, si vous voulez. Voilà. Donc le théorème 2 est vrai. Et voilà. C'est terminé pour la 2C.